Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bienvenue parmi nous, c'est votre journal des médias. Charles, qu'avez-vous au sommaire ce matin? Une ministre dans une télé-réalité, le retour timide de The Voice Kids, la mort d'une chaîne, un sein qui fait trembler le concours Miss France et une improbable histoire de masque. Mais c'est la tradition ici, vous le savez, on commence par les audiences. Et la tradition veut qu'on évoque d'abord les scores du samedi. Oui, mais on va commencer la saison en faisant une petite exception à la règle, puisque je vais vous parler des audiences de samedi et du retour de The Voice Kids dans quelques instants. Alors d'abord, qu'est-ce que les Français, donc j'ai compris, ont regardé à la télé hier? Voilà, pour la plupart, ils ont fait comme vous Philippe, ils ont regardé du foot. Hier soir, TF1 a écrasé la concurrence grâce au match PSG-Bayern de Munich. 11,4 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous, soit 46,2% du public. À quoi il faut rajouter les audiences d'RMC Sport. On aura les chiffres que plus tard dans la journée, mais les premiers indicateurs sont très bons et la chaîne pourrait battre son record historique. TF1 a profité de cette audience colossale pour faire la promo de deux de ses programmes de rentrée les plus attendus, avec les toutes premières bandes annonces de la nouveauté District Z et de la saison 2 de Masked Singer. France 2 est loin derrière le foot avec le film français Angers Gabriel, deuxième grâce à 2,3 millions de téléspectateurs, et c'est France 3 qui est troisième avec la nouvelle série britannique Les Enquêtes de Van der Valk, 2,3 millions et 9,2% du public. C'est un bon lancement vu la concurrence. Culture Média. Et on commence ce journal des médias pour en parler avec du jamais vu dans une télé-réalité, une ministre en compétition. Là, je pense qu'elle a des chances pour être embauchée sur une société d'autoroute pour indiquer qu'il y a des travaux, là. C'est horrible. Absatou, je t'aime. Mais si tu partais de ça, je vais te dire une chose. On se revoit plus. Je regrette, hein. C'est dommage. Je t'ai beaucoup aimé. Vous venez d'entendre Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, commenter la tenue d'Absatoussi dans Les Reines du Shopping. Cette semaine, l'émission animée par Christina Cordula accueille 5 chopeuses célèbres. La ministre de la Culture et la chroniqueuse télé se mesureront à la chanteuse Julie Zenati, la décoratrice Emmanuelle Rivassou et l'animatrice Julia Vignali dans ce concours de look. Et l'argent récolté par la gagnante sera évidemment reversé à une association. Mais la question que tout le monde se pose, c'est comment Roselyne Bachelot, la nouvelle ministre de la Culture du 5e pays du monde, s'est retrouvée là-dedans. Christina Cordula avait déjà travaillé avec elle à la radio en début d'année, avant la nomination de Roselyne Bachelot. Elle lui en a donc touché 2 mots directement, comme elle l'a expliqué à Louise Bernard. J'ai dit, Roselyne, t'es tellement stylée, t'es tellement chic et tout ça, ça te plaît pas de faire les reines shopping et donc tu verses ton gain en association. Elle a dit, oh, mais ça m'amuserait, j'aime bien le shopping et tout, j'aime bien la mode. Et puis, pour une association, c'est super sympa et tout. Donc, elle était très marrante, elle a joué les jeux, on s'est beaucoup amusé, c'était super. Hein. Mais alors, Roselyne Bachelot a été nommée ministre très récemment. Comment se fait-il qu'à cause de ses nouvelles fonctions, ou avec ses nouvelles fonctions, elle n'ait pas demandé à être coupée au montage? D'abord parce que c'est impossible. Chaque semaine, 5 candidates s'affrontent du lundi au vendredi et elles ont chacune leur jour où elles doivent essayer des tenues. On ne peut pas retirer une candidate sans avoir acheté à la poubelle toutes les émissions de la semaine. Pour éviter d'en arriver là, M6 a dû s'assurer que le retour à la politique de Roselyne Bachelot ne posait pas de problème. Bien évidemment, c'est pas moi qui demande, c'est la chaîne carrément qui s'en occupait de ça, de parler avec elle pour justement demander la permission, parce que comme elle est ministre maintenant, c'est pas comme ça. Hein. Et elle était bien évidemment d'accord, sinon on n'allait pas pouvoir diffuser l'émission. On marque bien dans la bannière là, en haute voix même dans les pubs, que cette émission a été tournée bien avant sa candidature. Confidence exclue de Christina Cordula. Cette semaine spéciale démarre donc ce lundi à 17h25 et l'épisode où Roselyne Bachelot doit faire son shopping et composer sa tenue sera diffusé jeudi. Et puis alors Charles, vous nous l'avez teasé tout à l'heure, parlez-nous maintenant des audiences de ce fameux samedi soir. Un samedi important parce que TF1 lançait la 7e saison de The Voice Kids. Le retour du télécrochet version enfant marquait en quelque sorte le coup d'envoi de cette rentrée télé. Vous le savez, The Voice et The Voice Kids sont 2 des programmes phares de la chaîne. Et qu'est-ce qui change cette saison? D'abord, The Voice Kids récupère sa case du samedi soir après 2 saisons de diffusion le vendredi. Et le jury évolue avec l'arrivée d'un petit nouveau, Kenji Girac. Il remplace Amel Bent, parti coacher les talents dans la version adulte de The Voice. Vous vous en souvenez, Kenji avait été révélé par The Voice dont il a remporté la 3e saison, ce que l'émission n'a pas manqué de nous rappeler de manière pas hyper subtile. Il y a un petit grand nouveau. C'est Kenji. Et oui, le grand gagnant de The Voice saison 3 va passer de l'autre côté du fauteuil rouge. C'est-à-dire que c'est un talent qui devient coach. Et ça, c'est fort. Comment tu te sens, Kenji? Ben là, je commence à trembler un peu, mais j'essaye de gérer. Tu es assis là,
Mais la première fois que tu es venu ici, tu étais en train de faire les auditions. Ça doit te faire bizarre quand même. J'étais de l'autre côté et je me souviens, je stressais énormément. Et en plus, je crois que c'est le même fauteuil que Mika quand il s'est retourné. Et 5 ans après, je suis avec vous, mes amis, et je suis très content. Ouais, ça fait plaisir. Et alors côté audience, ça donnait quoi? Ça a tremblé un peu? Il n'y a pas eu de gros effets de curiosité pour l'arrivée de Kenji. L'émission s'est classée 2e, derrière le téléfilm policier de France 3, avec une moyenne de 3,4 millions de téléspectateurs. Mais elle s'est quand même confortablement imposée sur la cible fétiche de TF1, la fameuse femme responsable des achats de moins de 50 ans. La ménagère, quoi. Voilà. Dans les bureaux, on dit la ménagère et à l'antenne, on dit FRDA. Voilà. Sur un an, le lancement de The Voice Kids est en baisse de 100 000 fidèles et perd un peu moins d'1 point de part d'audience sur cette cible. Tout à fait autre chose, un sein qui fait trembler le concours Miss France. L'élection de Miss Guadeloupe se tenait samedi soir, mais elle a fait parler d'elle un peu plus tôt dans la semaine. Une candidate, Anaëlle Gimbi, a été disqualifiée à quelques jours du grand soir après que des photos d'elle seins nus ont refait surface. Or, le règlement Miss France est formel. Une candidate qui a posé dénudée par le passé ne peut pas participer au concours. Cette règle s'applique aussi bien pour l'élection nationale que pour les éditions locales. Oui, mais voilà, ces photos où la jeune femme est recouverte de peinture ont été prises dans le cadre d'une campagne de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein. La présidente du comité Miss France, Sylvie Tellier, prise à partie sur les réseaux sociaux, a elle-même reconnu ce week-end que les clichés n'avaient rien d'obscène ou de vulgaire. Et elle ne pouvait pas faire une exception dans ce cas. C'est la question que l'AFP a posée à Sylvie Tellier, mais selon elle, impossible de déroger à la règle. La patronne des Miss se dit désolée et attristée par la situation, je cite, mais en cas de dérogation, le comité guadeloupéen pourrait éventuellement faire l'objet de poursuites de la part d'autres candidates. Dis donc, la judiciarisation, même dans Miss France, même chez Miss France. La fin de France O. On a une pensée chaleureuse pour nos amis de France O, la chaîne vitrine de l'Outre-mer lancée en 2005 et que vous pouviez regarder sur le canal 19 de la TNT. France O qui va cesser d'émettre ce soir à minuit. Décision prise par le gouvernement en raison notamment de ses très faibles audiences. Au revoir et merci donc à France O. Hier soir, à la fin de son 20h sur France 2, Thomas Soto a rendu hommage à la chaîne de l'Outre-mer qui a cessé d'émettre cette nuit. C'est à minuit 49 précisément que France O a tiré sa révérence après une rediffusion du concert L'Outre-mer fait son Olympia. Quand le rideau est tombé, pas de feu d'artifice ou d'hommage. Une simple bande-annonce a promis aux téléspectateurs que France Télévisions n'allait pas oublier les Outre-mer malgré la fin de France O. Mais pas d'écran noir pour autant. La chaîne va continuer à émettre sur le canal 19 pendant une semaine jusqu'à sa mort officielle le 31 août prochain. C'est ce jour-là que la fréquence s'éteindra pour de bon. Et alors, qu'est-ce qui va se passer là pendant une semaine? Depuis cette nuit, des bandes annonces se succèdent pour des programmes traitant de l'outre-mer et diffusés sur les autres chaînes du groupe public. Les téléspectateurs peu attentifs ne réaliseront peut-être même pas que la chaîne a cessé d'émettre. La semaine prochaine, en revanche, c'en sera bel et bien fini de France O. Une aubaine pour une autre chaîne publique, France Info, qui profitera de l'occasion pour passer en haute définition, même si elle conservera pour l'instant son canal le 27. Merci beaucoup Charles Decamp, on vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.